Libre penseuse, libre penseur, bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne de Océan de Coach. Ici Mélanie Ainaro-Caveri, coach professionnel. J'accompagne les personnes à réfléchir, décider et agir, même quand c'est difficile. Et aujourd'hui, dans ce nouveau bric-à-brac d'idées, comme vous avez certainement lu dans dans le titre, nous avons avec nous une invitée. Alors, sans plus attendre, allons l'accueillir. Bonjour et bienvenue Léa. Bonjour, bonjour Mélanie. Ravie de te recevoir dans ce bric-à-brac d'idées. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr, et merci pour l'invitation. Je suis aussi ravie d'être ici. Moi, je suis Léa Ricci, donc je suis française, je viens de Lyon et ça fait 13 ans que j'habite en Espagne. J'ai habité dans d'autres pays avant et ici, j'ai fondé ma propre école de français. Je suis prof de français, langue étrangère. C'était une décision que j'avais prise à 12 ans et ce qui est assez rare parce que c'est quand même un métier qu'on fait en général en reconversion. Et en général, pas très longtemps. Donc, soit les jeunes étudient pour être prof de français et ensuite se reconvertissent rapidement, soit les gens font d'abord une vie d'avant et se reconvertissent ensuite comme prof de français. Moi, j'ai vraiment fait que ça toute ma vie, dans tous les pays. Et j'ai créé ma propre école il y a 6 ans. Et là, j'ai sorti ma propre méthodologie aussi, donc spécialisée en conjugaison l'année dernière. Et cette année, on a sorti le livre, ce qui fait beaucoup de choses. Et nous sommes ici, donc bienvenue à Oui Merci dans mon univers. On a aussi donc l'école et on a aussi un centre culturel. Donc le centre culturel Oui Merci en parallèle. Voilà. D'accord. Et, et peut-être une question sur déjà sur ce nom qui est agréable à entendre en tout cas. Oui, merci. Alors, comment enfin, pourquoi ce choix-là de oui, merci? Qu'est-ce que tu peux nous raconter? Ah, il est magnifique ce nom, je suis très très fière. J'ai passé tellement de temps à le chercher. Le premier nom de l'école, c'était Virgule, que je trouvais génial, parce qu'il fait le lien entre les mathématiques et la langue, les littéraires, et aussi parce on retrouve dedans toutes les sonorités difficiles pour les Espagnols, donc le V, le R et le G, le U, et la lettre finale qu'on ne prononce pas. Donc toutes les lettres difficiles pour les Espagnols. Le problème, c'est que quand on a une marque, on veut que les gens nous recommandent, on veut du bouche à oreille. Et bah, virgule, ça marche pas puisque les gens sont incapables de le prononcer. Donc, ça marchait pas du tout. Donc, quand on a déménagé, qu'on est arrivé dans ces magnifiques locaux, j'ai passé vraiment beaucoup de temps à réfléchir. Je voulais un nom qui soit immersif, parce que la méthodologie est quand même immersive, dans le sens où je parle français à partir du moment où on passe la porte, on passe en français. Et mais je voulais quand même que les gens puissent comprendre de quoi il s'agit, parce que si je commence à leur parler avec des mots qu'ils ne comprennent pas, ça Mmh. fait peur déjà à la base. Et puis je voulais quelque chose de positif, je voulais toute la lumière, tout ce qui me représente en fait. Et je me suis réveillée un matin avec oui merci et je me suis dit mais oui, déjà oui parce que tout commence avec un oui. Ça c'est le nom de la newsletter aujourd'hui qui s'appelle Tout commence avec un oui. Et, et merci parce que c'est important en fait, on ne pense pas forcément dans la culture espagnole. C'est pas gentil de commencer l'interview comme ça. Dans la culture espagnole, on n'est pas aussi poli qu'en France. Et donc, on ne dit pas autant merci. Alors qu'en France, c'est important de dire merci tout le temps pour tout. Et on m'a déjà reproché ici de dire un peu trop souvent gracias. Parce que Mmh. bon, bah voilà, on va pas dire merci. On va pas passer toute la journée à se dire merci. Eh ben Mmh. si, eh ben si. Et ça rime, c'est joli. Il y a toute la gratitude qui est contenue dans ce petit mot. J'ai toujours associé aussi le i avec le jaune. Faut savoir pourquoi. Mmh. Peut-être que l'alphabet dans ma classe de CP était le i en jaune, j'en sais rien, mais pour moi c'est très lumineux. Et le jaune, c'est la couleur principale de l'école. Donc on a le bleu pour le sérieux, le jaune pour l'optimisme, le logo c'est un soleil. Voilà, c'est cohérent. Donc pour moi, c'était parfaitement cohérent de rimer en i. Voilà. Ah. Et il y a quelque chose de très, très solaire là-dedans et j'ai envie de dire qui parle un peu de l'ouverture parce que tu as pris aussi en compte, l'autre personne aussi, enfin le public, si c'est facile ou pas à dire et moi ça me fait penser, enfin j'ai souvent vu, passer, aller sur YouTube, sur les chaînes, les personnes qui alors c'était plus des anglophones mais qui quand ils veulent montrer qu'ils parlent un petit peu français, ils aiment bien dire «oui».
Il y a souvent le «oui, oui, baguette» par exemple, Oui, bah, qui voilà, un classique. qui aiment dire «oui, oui, baguette», mais et il y a les mots «merci» et je trouve que ouais, «oui, merci», ça fait ça déjà oui, ça fait très solaire et si ça fait ça matche bien avec ce truc-là où cette envie peut-être, d'apprendre aussi quelque part, de montrer une langue aussi. Puis, je me suis dit que c'était vraiment important que les gens puissent le prononcer, qu'ils le connaissent tout seuls aussi. C'est les premiers mots à connaître en français. Donc, c'est des mots en général qu'ils connaissent déjà, mais c'est pas des clichés. J'ai eu Mmh. énormément de mal à trouver un professionnel pour me faire le design du logo, au point que j'ai complètement arrêté. J'ai dit non, mais c'est bon, je le dessine moi-même. Et ensuite, je suis allée voir un professionnel en lui disant fais ça en mieux. Mais c'est ça, le logo. Les couleurs, c'est ça. Le logo, c'est ça. Maintenant, tu le fais, je sais pas, vectorisé ou je sais pas quoi, professionnel, quoi. mais parce qu'on me disait, oui, bah, une école de français, donc une tour Eiffel, non, bah, une baguette, et ben un croissant, et ben un béret, ben non, Du et ben non, fromage. non, non, c'est pas ça. La France, c'est pas juste Paris, c'est pas juste la tour Eiffel, on va parler d'autre chose. D'ailleurs, on n'a pas de tour Eiffel dans l'école. Et toute l'école, elle représente Lyon. Tout le design, puisque c'est moi qui ai fait le design de l'école, tout le design représente Lyon. Voilà. Donc, on a des affiches comme ça qui représentent des commerces. Ça représente une rue. Donc, à l'entrée, là-bas, c'est l'entrée de la rue comme un passage. On a les classes d'un côté, comme ce seraient les boutiques. Et ici, on aurait comme la petite place centrale avec la fontaine. Donc, on a l'eau derrière moi. Voilà. Voilà, la place commune, quoi. La place du village. Du coup, une grande référence de la ville de là où tu viens, alors? Voilà. Et puis, Ah! pour changer aussi de Paris. De Paris, oui. Oui, parce qu'on dit, Paris, c'est aussi la ville de la lumière, mais Lyon aussi, la Mais ville de Lyon la aussi, lumière. tout à fait. Lyon aussi, ville de festival Lumière le 8 décembre, et puis avec tous les lumignons qu'on met sur les fenêtres, etc. Et puis Lux Dunum, hein, Lyon, ça vient de Lux Dunum, donc la ville de la lumière à la base. Bien avant Paris. C'est ça. Paris, ça vient de la Révolution française. Mmh. Donc rien à voir, on parle de l'époque romaine. C'était Lyon, la ville des Lumières, évidemment. Et n'oublions pas les frères Lumière aussi. Et bien sûr. Et les frères Lumière de Lyon, donc, qui ont inventé le cinéma quand même, ce qui n'est pas rien. Et donc d dans c'est tu es enfin donc tu es aujourd'hui responsable d'une école et tu es aussi professeur, de français et c'est à destination des des Espagnols ou est-ce qu'il y a d'autres, est-ce que c'est principalement les Espagnols? Est-ce qu'il y a aussi des anglophones à qui tu Alors ici, on est t'adresses? dans une petite ville, on est à Castellón, à 1 heure de Valence, Valencia en Espagne. Donc c'est quand même une petite ville, donc on a principalement des Espagnols, des hispanophones. Mais on a eu par exemple des Ukrainiens il n'y a pas longtemps avec la guerre. Donc en fait, prof de français, langue étrangère, Mmh. c'est la langue étrangère. Donc tant que c'est pas leur langue maternelle, ça passe, on va dire. Moi, je veux enseigner à tout le monde. C'est vrai qu'ici, là où on est placé, bah, on a principalement des Espagnols. Ici, moi, j'enseigne qu'à des adultes. On a fait le choix de ne pas prendre. Alors, on a quelques exceptions à partir de 16 ans, mais ça reste des exceptions. On a fait le choix de ne pas prendre les enfants. Enfin, je dis on, mais c'est moi en fait. J'ai fait le choix de, de m'adresser exclusivement aux adultes. Et parce qu'on a quand même une équipe, parce qu'on est quand même 3 profs ici. Et on travaille avec des adultes passionnants, des gens vraiment bien. On a vraiment la crème de l'enseignement. Il ne faut pas du tout s'imaginer que c'est comme une école de collège ou comme au collège ou au lycée. C'est pas du tout ça. Ici, c'est ça aussi l'idée de créer ma propre structure, c'est de créer la méthodologie que moi j'ai envie d'utiliser, le public que moi j'ai envie d'avoir. Surtout pas de hiérarchie, enfin pas de chef au-dessus de moi. Parce que c'est pas facile de faire cours et de transmettre quelque chose avec lequel on n'est pas d'accord. Mmh. Donc ici, je fais vraiment comme ce que moi je considère de la qualité. Et d'après les élèves, j'ai un standard de qualité quand même très élevé. Ils ne s'attendaient pas forcément à ce standard-là en arrivant. Il faut penser que les niveaux de langue, en général, c'est 1 an par niveau. Ici, on va bien plus vite. On va facilement beaucoup plus vite. Parce qu'on a un public exceptionnel aussi. La plupart des élèves ici parlent en moyenne 4 ou 5 langues. On a quelques élèves qui en parlent 6.
couramment, pas des langues vaguement à étudier, des langues qu'ils parlent couramment. Donc on a quand même un public très agréable, on Mmh, va dire. d'accord. Mais là, déjà, tu nous as dit un peu, de cette déjà de cette exigence que tu as envers toi-même aussi le et de ce besoin aussi de pas avoir de hiérarchie, pour justement œuvrer, j'ai envie de dire, sans qu'il y ait un blocage, peut-être, j'allais dire peut-être idéologique ou autre, Oui. ou autre quoi. Et bah, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui est vraiment important pour toi dans ta façon de travailler? Moi, je veux des résultats. Je veux que mes élèves, ils arrivent aux résultats. C'est pas forcément le cas d'autres écoles. Euh, on a un problème ici, c'est que comme on est une petite école, on est souvent considéré comme une école de qualité inférieure. Moi, j'ai enseigné à l'université, par exemple. J'ai décidé que plus jamais je referais ça. Parce que l'université, il y a énormément de hiérarchie au-dessus qui ne se concertent pas forcément. Les lois changent au fur et à mesure Mmh. de la personne qui est responsable à ce moment-là. Et en fait, on n'a pas forcément, il n'y a pas de liberté pédagogique. Les horaires, c'est ça. Le nombre d'étudiants ne permet pas tellement de faire du travail de qualité. La salle qu'on te donne, eh ben, c'est la salle qu'on te donne. Parfois, il n'y a pas de projecteur. Parfois, le projecteur ne fonctionne pas. Parfois, il n'y a pas de photocopie. Parfois, il y a toujours un truc qui ne va pas. On n'a pas vraiment de flexibilité. Le programme, c'est ça. Bah, toi, tu vas enseigner cette année telle matière parce que c'est dans le programme. Ah bon? Eh ben, ok, c'est pas ma spécialité, mais c'est parti. Et en fait, c'est pas ça. Moi, c'est pas ça que je veux faire. Moi, je veux vraiment que mes élèves, ils atteignent leurs objectifs. J'ai beaucoup d'élèves qui viennent avec l'objectif de changer une partie de leur vie. Bon, c'est beaucoup de professionnels, mais on a aussi beaucoup de gens pour le relationnel, notamment tout ce qui est familial, donc des gens qui sont mariés à des Français. Et ça peut être pour parler avec la belle famille, donc j'ai plusieurs personnes dans ce cadre-là, ou des gens qui viennent de parents, un des parents était français, mais il n'a jamais parlé français à la maison. Et du coup, pour Mmh. pouvoir renouer avec son père, etc. Donc, on a ce public-là, puis on a tout un public qui veut s'expatrier, donc en France, en Suisse, en Belgique, ou alors ceux qui travaillent d'ici, mais qui travaillent en exportation. On est dans la région numéro 1 d'exportation espagnole, principalement de carrelage et d'orange. Donc, qui veulent travailler d'ici, mais exporter leurs fruits ou leur carrelage. Et du coup, pour travailler d'ici, donc moi, je veux vraiment que les gens soient opérationnels. Et pour ça, on doit faire du tri dans ce qu'on enseigne. Par exemple, j'enseigne pas l'impératif. L'impératif, ça sert pas à grand chose. Ça fait très exigeant quand on l'utilise en français. C'est pour donner des ordres. Ça fait des années que j'ai arrêté d'enseigner l'impératif et j'enseigne d'autres choses à la place qui sont beaucoup plus utiles. On n'est Mmh. pas obligé en fait de mettre de l'impératif quand on parle français. Il y a plein de choses comme ça que j'ai supprimées. Le passé simple, par exemple. Euh, Personne n'utilise, même mon frère l'a pas étudié à l'école. C'était quelque chose qu'on étudiait à mon époque. Aujourd'hui, je ne sais pas si ça s'étudie encore à l'école, j'en doute. Donc il y a plein de choses comme ça je fais du tri en fait dans les programmes et je vais vraiment sur leurs objectifs. Notamment, on parlait par exemple des objectifs de certains élèves. J'ai beaucoup de médecins qui partent remplir les déserts médicaux en France. Mmh. C'est quand même très spécifique parce qu'ils vont se retrouver, ils vont pas avoir besoin de prendre le métro. Ils vont se retrouver au milieu des champs, dans des endroits vraiment ruraux, à faire des consultations médicales sur tous les sujets du monde. Euh, donc c'est vraiment spécifique sur ce genre de sujet, par exemple, pour eux. Ou alors j'ai des ingénieurs qui font des visites guidées de l'entreprise, en français. Pourquoi pas? Donc on fait des visites guidées de l'entreprise. Encore. Donc moi j'aime beaucoup cet aspect très spécifique aussi et très personnalisé de D'accord. la langue. C'est-à-dire que, toi, quand tu rencontres la personne, donc tu réfléchis par rapport à sa situation, par rapport au rapport, qu'il va avoir, par exemple, tu as parlé du médecin, c'est-à-dire, ben, donc dans le cadre de cet, exercice-là, de quoi il a besoin finalement pour justement être opérationnel, pleinement sur ce plan-là. Exactement. C'est ça qui est super intéressant d'ailleurs. Parce que ça permet Totalement, vraiment de personnaliser. c'est Parce ça. que sinon, ça fait quand même 13 ans que je suis prof de français.
Bon, bah, ça fait 13 ans que ça fait un peu long de répéter le subjonctif. Mais l'intérêt, c'est qu'on le répète à chaque fois d'une manière différente, avec des gens qui vont se l'approprier d'une manière différente. Et Mmh. puis pour moi, j'en ai rien à faire de faire le subjonctif en parlant de je sais pas moi, du travail, de la médecine ou de je sais pas quel autre aspect, de l'écologie par exemple. Moi, je veux parler, on va faire le subjonctif parce qu'on va le faire de toute façon, c'est important, point. Mais on peut le faire adapté à la vie de chacun, c'est beaucoup plus rigolo. Parce que sinon, on se fatigue quand même. C'est pas vrai hein, que les profs recyclent leurs cours d'une année sur l'autre. Enfin oui, on recycle, mais on recycle pas exactement de la même manière parce qu'on répète pas, on n'est pas des perroquets. On Mmh. recycle, c'est-à-dire on prend du vieux et on fait du neuf avec. On crée quelque chose de nouveau, mais on peut pas répéter la même chose. Mmh. On devient fou. C'est pas possible. Je trouve ça intéressant dans ce que tu dis parce que c'est vrai, enfin, moi, par exemple, je me souviens des cours, d'anglais, là, pour le coup, heu, où, ben, nous, on était très heureux de pratiquer l'anglais et bon et on était face parfois à des professeurs un peu plus, exigeants, mais sur des choses, pointilleux qui sont source parfois de traumatismes. Façon de parler, hein, une façon de parler. Mais je me rappelle, par exemple, il y avait les phrasal verbs, alors je sais pas comment ils prononcent, mais voilà, il y avait une espèce de truc comme ça, de un pointillisme peut-être, quelque chose comme ça qui finalement ensuite m'a amené à se décourager, de la matière alors que la personne cherchait peut-être, quelque chose et je trouve ça intéressant, justement que bah, tu t'intéresses à ce que, la personne, va faire et j'ai une Mais l'un question. n'empêche pas l'autre. Hein. Oui, L'un oui. n'empêche pas l'autre. En français, c'est l'accord du participe passé qui pose problème. Avec le COD placé avant avoir, etc. C'est ça la guerre, avec toutes les exceptions, etc. L'un n'empêche pas l'autre en soi. On peut être exigeant sur ton accord du participe passé et amener ça d'une manière fun aussi. Parce que moi aussi, je suis très exigeante sur la manière dont on enseigne. Les élèves, ils doivent être actifs. On n'est pas venu là pour s'ennuyer. Les gens payent, donc ils veulent une qualité. Enfin, ils veulent. Je veux leur donner une qualité déjà. Et puis, je veux qu'ils soient actifs et efficaces dans leur apprentissage. Donc, on passe énormément par le jeu, mais pas du jeu gratuit, du jeu avec des objectifs derrière, du jeu avec. Alors, il peut y avoir énormément d'objectifs derrière, parce que souvent, en fait, le français, c'est quand même un prétexte pour travailler d'autres choses derrière. Donc, on travaille énormément la confiance en soi, je pense que c'est le numéro un. Mais il y a d'autres choses. Il y a la prise de décision, la gestion de l'incertitude, la gestion de la frustration aussi, ça, de plus en Mmh. plus, parce qu'en ce moment, c'est quand même un peu la guerre. Les gens ont la réponse dans le téléphone. Alors pourquoi réfléchir si en fait, bah, si on ne sait pas, on regarde dans le téléphone. Je fais non, mais on est en classe, on ne regarde pas dans le téléphone, on regardera tout à l'heure. Si la question est encore là dans une demi-heure, eh ben on regardera. Mais là, tout de suite, on va essayer de faire sans. Le fait d'être capable de comprendre une phrase, même sans comprendre tous les mots, parce qu'on ne va Mmh. jamais comprendre à 100% exactement tout. Et parfois, ce n'est pas les mots les plus importants. Parfois, il y a un sous-entendu, il y a un implicite. Donc, même si tu comprends le mot, eh ben, ça ne va pas aller plus loin. Je pense par exemple à l'expression faire grise mine. Bah, tu sais pas ce que ça veut dire mine, bon, bah, c'est pas grave, mais tu vois bien dans le contexte que la personne, elle se sent peut-être pas pleine d'énergie ou toute Mmh. contente. Bon, et ben, tu as compris l'histoire. Voilà. Enfin, pas besoin d'avoir l'explication de mine. Est-ce que c'est une mine de crayon? Est-ce que c'est un mine comme un visage, comme un minois? On ne sait pas. Et c'est pas important, vraiment. Donc oui. Et puis il y a autre chose dans la méthodologie aussi qu'on apporte. Donc j'ai quand même passé plusieurs années à développer une méthodologie de conjugaison. Je me suis spécialisée finalement dans la conjugaison. Ça c'est intéressant parce que quand on était au master, on nous demande de nous spécialiser, puis on n'a aucune idée de ce dans quoi on peut se spécialiser. C'est hyper difficile au moment du master de choisir. Donc au master, j'étais pas du tout spécialisée dans la conjugaison. Mais ça m'est venu il y a quelques années. Je me suis dit mais c'est quand même pas normal, puisque justement on parle de ces traumatismes, d'avoir la plupart des élèves qui viennent, qui se mettent à trembler quand on dit des gros mots comme conditionnel ou subjonctif. C'est pas normal. Et lui, il doit bien y avoir une manière d'enseigner la conjugaison d'une manière un peu plus fluide, un peu plus naturelle, un peu plus fun, un peu plus. Et puis on sent bien, même comme prof, même en parlant avec d'autres profs, que à peu près tout le monde a une espèce de malaise, une espèce de gêne au moment d'enseigner la conjugaison parce que bah, c'est pas clair, parce que même les élèves posent des questions, puis on se dit mais qu'est-ce qu'ils vont me poser comme question aujourd'hui? Ils vont encore me mettre dans la merde là, parce que qu'est-ce qu'ils vont me poser parce qu'on sait pas, parce que on essaie de démontrer que c'est logique alors que ben clairement ça l'est pas.
Du coup, ça fait 5 ans que je bosse là-dessus. Et donc, j'ai développé une méthode qui est exceptionnelle. Je l'ai sortie l'année dernière. Enfin, pour mes élèves, je l'ai sortie bien avant parce que je la teste sur eux depuis 4 ans, depuis 5 ans. Donc voilà. Et l'année dernière, on l'a sortie donc sur Internet, hein, en formation en ligne pour les élèves. Et là, je me suis dit, c'est vachement bien, ce serait bien d'atteindre d'autres élèves. Le problème, c'est que bah, les gens ne vont pas aller faire cette méthodologie-là si leur prof à eux ne les y encourage pas ou n'enseigne pas comme ça. Parce que ça demande quand même une vraie remise en question du système traditionnel. Donc, j'ai commencé à former les profs. Cette année, on commence à avoir pas mal de profs formés. Je ne peux pas te donner le numéro, je n'ai pas révisé ça juste avant de venir, je suis désolée, mais pas mal quand même. Et, euh, et en fait, c'est vachement bien. Les profs disent que ça change leur vie, ça va changer leur vie pour toujours. En fait, leur manière d'expliquer la conjugaison. La conjugaison en soi, elle ne change pas, mais le fait le classement change. J'ai une prof qui m'a appelé la Marie Kondo des verbes. Et c'est exactement ça, en fait. J'adore l'idée. Donc, on parlait tout à l'heure de faire le tri dans ce qu'on enseigne. J'ai sorti, on va dire, tous les verbes de l'armoire. J'ai fait le tri entre ce qui va servir et ce qui ne va pas servir. Par exemple, le verbe ouïr, on ne va jamais l'enseigner, donc on peut l'enlever. Ou des temps comme l'impératif ou le passé simple, comme je disais tout à l'heure. Même le gérondif, ici, j'enseigne le gérondif à un niveau déjà avancé, pas avant, parce que sinon ils l'utilisent mal, les Espagnols, parce que les Espagnols utilisent énormément de gérondif dans la vie quotidienne. Ils disent, super, en français, c'est pareil. Non. Enfin, oui, ça existe, mais non, on ne l'utilise pas 30 fois par jour. Non. Donc, ça ne marche pas. Donc, ça, j'ai enlevé ça aussi. Et j'ai fait du pliage, j'ai tout bien rangé et j'ai remis mes verbes dans l'armoire, ce qui fait qu'on a 4 cintres, 2 tiroirs, pour garder la métaphore de Marie Kondo sur une seule page. Et en fait, la conjugaison est devenue hyper logique. On n'a que 4 verbes irréguliers, par exemple. 4 verbes irréguliers en français. Ça fait rêver. Et je pense que ça fait même rêver même les natifs, parce qu'on a aussi des traumatismes. Je pense que les Français sont particulièrement attachés à leur langue. D'ailleurs, on a énormément d'humour lié au jeu de mots, au jeu de langue, au décalage entre les registres de langue, par exemple. Je pense à des vidéos qui font sourire. En général, c'est ça, c'est lié à ça, c'est lié au décalage de registres. Avoir un mot très soutenu juste à côté à un mot un peu vulgaire. On est très attaché à notre langue, beaucoup plus que les Espagnols, etc. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas forcément l'humour français. C'est très difficile, mais parce que c'est lié à la langue, à un double sens d'un mot, etc. Et c'est peut-être aussi pour ça que c'est plus difficile d'entrer dans la langue française et dans la culture profondément. C'est pour ça qu'il faut faire du ménage et c'est pour ça qu'on arrive à tout ça. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Je me suis emballée sur ma méthode parce qu'elle est vraiment trop bien. Oui, et tu as parlé d'un truc, enfin, plusieurs choses importantes, mais il y a aussi, bah, ça, c'est quelque chose qui me parle aussi, moi, dans mon travail aussi. Et c'est notamment la gestion de la frustration, qui est Ah oui. d'ailleurs une contrainte de l'apprentissage, donc quelque chose qui est plutôt inévitable, j'ai envie de dire, enfin, dans certains cas, bien sûr, dans certaines situations, va être peut-être moins frustrante. Il y a certaines choses qui vont être plus fluides, mais voilà, il peut y avoir ces moments-là, ces temps de solitude, de frustration que peut ressentir la personne. Et est-ce que tu peux me dire un peu plus, toi, dans ta façon de voir ou de travailler, comment tu vois ça, cette frustration-là? Quand on apprend une langue étrangère, il faut accepter de repartir à zéro. On ne peut pas arriver dans une nouvelle langue et prétendre avoir des discours, faire un discours dans une langue étrangère tout de suite ou pouvoir débattre d'idées politiques. D'abord, on va commencer par se présenter. On va commencer par voir les adjectifs, voir les couleurs, voir les jours de la semaine. Et ça ne nous emmène pas vraiment à faire des débats ou des petites conversations de style « Quel est ton jour de la semaine préféré ?» Voilà, passionnant. Mais ce n'est pas aussi riche. Et en fait, il faut accepter, mais ça ne veut pas dire que tu es stupide, ça veut juste dire que tu es au début de ton apprentissage et ce n'est pas grave, c'est normal, tu vas y arriver. Mais cette semaine, par exemple, les élèves ne voulaient absolument pas passer à autre chose, ils voulaient absolument savoir comment on dit la hotte de cuisine.
C'était Mmh. devenu le vocabulaire essentiel du jour. Voilà, il fallait absolument savoir dire la hotte parce que si je ne sais pas dire la hotte, ça va être grave. Mais, mais en fait, respire, c'est pas grave, tu vois, c'est pas le vocabulaire le plus essentiel. Tant que tu sais dire les pièces de la maison et ce dont toi tu as besoin à ce moment-là, parce qu'on était quand même en niveau débutant, quand même. Donc, tant que toi tu sais dire à peu près ce dont tu as besoin à ce moment-là, et ben, tu trouves que dans la cuisine ça sent mauvais, tu as besoin de faire partir les odeurs. Ok, soit tu ouvres la fenêtre, soit tu allumes la hotte. Voilà. Mais la personne en face de toi, elle va être capable de t'aider sur ce genre de vocabulaire. Tu n'as pas besoin de sortir ton téléphone tout de suite et de chercher, parce que dans la vraie vie, sortir ton téléphone, bah, c'est juste pas possible pour toutes les 3 minutes, pour faire chaque phrase en fait. Il faut vraiment être capable de faire des phrases tout seul et d'utiliser des mots joker. Par exemple, on a le mot truc en français. Truc, c'est génial, c'est un joker, tu l'utilises partout. Tu sais, c'est le truc qui permet de faire partir les odeurs dans la cuisine. Bon, ben voilà. Euh, donc, il y a plein de choses et je demande, alors ça c'est un groupe qui est particulièrement difficile, mais je demande de ne pas regarder dans le téléphone pour du vocabulaire comme ça. Si on lit un texte et qu'il y a un mot qu'on ne comprend pas, eh ben on essaye de vivre avec. Genre, c'est pas dramatique. Mmh. Un mot. Voilà. Quand on fait des rédactions, je leur demande des rédactions à la maison. J'ai de plus en plus de rédactions qui sont corrigées par l'IA avant d'arriver chez moi. Je dis, mais ça sert à rien. Moi, je peux, enfin, ça sert à rien. Moi, j'ai besoin de voir tes vraies erreurs pour pouvoir adapter mes cours derrière. Mais si tu me fais un cours, on n'a pas étudié ni le passé, ni le, on a fait le passé composé, on n'a pas étudié l'imparfait ni le conditionnel. Comment tu me fais une phrase avec si imparfait, virgule conditionnel? C'est pas possible. Mmh. Je dis, oui, mais cette phrase-là, je l'ai cherchée. Bah oui, mais non. Donc, quand on fait une rédaction, ils ont le droit de chercher 3 mots maximum. 3 mots, pas 3 phrases, pas 3 expressions. 3 mots maximum. Et s'ils les cherchent, ils les notent dans leur cahier à côté. Parce qu'après, ils arrivent en classe en disant, ah oui, je sais plus ce que ça veut dire ça, mais je l'avais cherché. Donc non, il faut accepter de redevenir débutant. Ça ne veut pas dire que tu es stupide, ça veut juste dire que tu es débutant. C'est pas grave. Mais plus tu acceptes, plus tu avances. Et ce que je leur explique aussi, c'est qu'à chaque fois qu'ils cherchent un mot, c'est comme appuyer sur l'accélérateur et sur le frein en même temps. On va essayer d'apprendre, mais si tu dis à ton cerveau, attends, bah, si tu sais pas, je cherche. Du coup, bah, ton cerveau il fait, bon, bah, j'ai pas besoin de mémoriser ce mot-là, je peux le chercher. Mmh. Donc, il ne le mémorise pas. Et du coup, ben, le lendemain, tu vas dire, attends, ben, je ne me rappelle pas ce mot. Oui, ben, c'est bon, il va le chercher. Parce que ton cerveau ne va pas forcément faire l'effort d'intégrer le vocabulaire. Donc, on ne cherche pas dans le dictionnaire, enfin dans le dictionnaire, la vieille, dans le traducteur. On n'utilise pas le traducteur, on utilise voilà, 3 mots dans les rédactions et c'est tout, quoi. 3 mots par semaine. Voilà. Point. Mmh. Pour s'obliger à chercher aussi, réutiliser ce qu'on a déjà étudié. Donc, essayer d'utiliser le vocabulaire qu'on a vu en classe. Plus on l'utilise, plus ça s'ancre dans la mémoire. Et de toute façon, je travaille avec une méthode en spirale, ce qui fait qu'on revoit régulièrement du vocabulaire. Donc là, tu as l'impression que tu ne l'as pas mémorisé, mais c'est pas grave parce qu'en fait, dans quelques semaines, on va revenir dessus Mmh. dans un autre contexte. Et puis, c'est pas grave parce que dans quelques autres semaines, on va revenir dessus dans un autre contexte. Et à chaque fois, finalement, ce mot, il va finir par rentrer. Et les autres mots aussi. Donc, mais c'est pas facile de leur faire comprendre parce qu'en fait, c'est pour ça que j'ai fait un podcast d'ailleurs. En classe, on fait le cours et dans le podcast, j'explique les méthodologies de prof que je peux pas expliquer en classe, mais ce que je mets en place en classe pour permettre aux élèves de mieux mémoriser. Et en dehors, je peux pas leur expliquer en classe toutes les techniques que je mets en place de prof. Ce serait trop long, on n'avancerait pas. Donc oui, il y a beaucoup de choses qu'on fait. Bah, c'est super intéressant ce que tu dis en fait, ça me fait penser à une idée, que moi et mon partenaire Frédéric, on aime bien dire, qui est une idée, très facile à dire, hein, et complexe aussi à mettre en application, mais qui est, d'accepter là où le client est, sans l'y laisser. Et je trouve que dans ce que tu viens de dire, il y a aussi ça, bah, c'est transmettre parce que c'est vrai, ça quand on est dans une logique d'apprentissage, une logique de progression, eh bien, surtout quand on sait ce qu'on veut faire, alors on voit ce qu'on veut faire et sauf que, ben, où est-ce qu'on est par rapport à ce qu'on veut faire? Et c'est vrai parce que là où il faut commencer, c'est là où on est évidemment quelque part. Mmh et oui, ça demande du coup une acceptation pour, aussi, bah, par rapport à ce que tu as dit aussi, j'ai l'impression aussi de consolider déjà une base déjà forte ici qui va permettre, par la suite,
d'étendre Tu parce que grandis. Mmh. cette base-là, elle est nécessaire finalement pour, Mais tu vois, là, je vois un parallèle avec ton activité de coach parce que du coup, je me demande si toi, tu le donnes, tu le dis ou tu le montres, je ne sais pas de quelle manière, à ton client, voilà où tu en es, voilà où on va et voilà toutes les étapes qu'il y a au milieu. Ou est-ce que ça, c'est plutôt ce que tu gardes pour toi et on verra ah bien où on arrive? c'est une très bonne question parce que c'est vrai, il y a des choses, qui peuvent être dites explicitement, mais il y a en fait, là où c'est vraiment important, moi, là où je me questionne, moi, en tant que coach, c'est-à-dire d'aller aussi au-delà, de la motivation de la personne. Parce que dès lors qu'une personne, elle est venue vers moi, c'est-à-dire qu'elle veut s'engager. Donc moi, ce que je me questionne, c'est comment je vais mobiliser cette personne pour qu'elle puisse faire face à ces contraintes d'apprentissage, pour qu'elle, puisse, y aller et donc il y a un certain nombre de choses que je vais voir et que je vais pas forcément dire. Il y a certaines choses, oui, qui vont être dites, mais il y a des choses il y a pas tout parce que des fois, il y a certaines choses qui peuvent être plus, qui peuvent peut-être, comment dire ça? Au lieu d'aider, qui va peut-être, finalement perdre et donc c'est vraiment en fonction de la situation, mais c'est vraiment qu'est-ce que je vais mobiliser, quelle situation, je vais créer pour amener à ce que la personne elle mobilise Ouais, c'est et vachement intéressant, le monde du coaching et le monde de l'enseignement des langues parce que souvent on nous limite, on va dire, à l'enseignement d'une langue, mais c'est tellement plus vaste ce qu'on fait. ouais. On a des élèves qui nous confondent avec leur psy, on a des élèves qui viennent chercher une évolution, mais beaucoup plus large que la langue, une évolution professionnelle, une évolution de vie, un changement de vie. On a aussi beaucoup de gens qui viennent dans un moment charnière de leur vie où il y a l'avant-après. D'ailleurs, on en a vu des avant-après assez scandaleux, assez impressionnants, j'ai envie de dire ici, d'élèves qui arrivent qui m'ont dit, il y en a une, je pense à une en particulier, qui m'a dit non, mais moi, j'ai juste étudié pendant 4 ans, on va dire que je pars de zéro. Allez, je repars à zéro, je n'ai jamais rien fait avant de français. C'est là, bon, tu as quand même étudié pendant 4 ans, tu as quand même une tête de première de la classe, excuse-moi, mais j'ai un peu du mal à te mettre dans un groupe débutant. Si, débutant. Bon, d'accord, ok, je te mets dans le groupe débutant. Ça, c'était en septembre. À la fin de l'année, elle chantait des karaokés en français toute seule devant tout le monde. Elle s'était mise à faire du théâtre. Elle s'était mise à faire. On avait fait du mime en classe et elle se mettait debout devant tout le monde. Alors qu'au début, les premiers cours, c'était ne me regardez pas, que personne me regarde. Je vais faire une phrase en français. Attention, je la dis dans mon t-shirt et personne m'écoute, personne me regarde et je disparais sous la table. Et donc là, aujourd'hui, elle a fini. Elle a passé son B2. Donc, je raconte ça, c'était il y a quelques années. Mais c'était impressionnant entre septembre et le mois de mai où il y avait le karaoké. On fait une karaoké crêpe party au centre culturel. On a des activités qui sont assez chouettes. Et elle était là en train de chanter en karaoké, toute seule, tranquille, en français. D'accord. Toi qui voulais pas qu'on te regarde à la base. Ok, Ah, ok. Et donc, on accompagne ce genre de changement. D'ailleurs, c'était très drôle parce que son premier job, la première mission qu'on lui a donnée, ils l'ont recruté. Et le premier jour, c'était, au fait, tu avais dit que tu parlais français? Ah bah tiens, il faut appeler le client là. Allez, première mission, c'était de parler en français au téléphone. Dans son premier job, parce qu'elle était étudiante à l'époque, son premier emploi après ses études. Ah oui, eh ben, heureusement qu'elle a vécu cette transformation. Donc, c'est ce que je te dis, je vois énormément de liens avec le coaching. Moi, je n'ai pas de formation de coach. mmh, J'y ai pensé, j'aimerais bien m'intéresser un petit peu plus à ce monde-là. En même temps, je me dis que j'aurais pas tellement le temps parce que déjà mes cours ressemblent déjà pas mal à du coaching. Je vais pas en plus dupliquer et faire du coaching en dehors. Je vois beaucoup en ce moment de profs de langue qui se repositionnent comme coach linguistique plutôt que prof. Et je me dis que c'est peut-être aussi parce que on souffre aussi de manque de reconnaissance en tant que prof. On se mmh, limite ouais. à nous dire, ben, tiens, t'es native, donc t'es prof. Bah oui, pardon, enfin, c'est pas la même chose quand même. Et puis, du coup, voilà, t'enseignes que la langue. Non, mais enfin, on enseigne aussi d'autres choses. Hein, voilà, donc la gestion de la frustration, tout plein de soft skills qui servent pour le travail. Mais il y a aussi tout un parcours sur travailler en français parce que c'est pas la même chose. Et puis la partie culturelle aussi, travailler avec des Français, c'est encore autre chose, ou des Suisses.
ou des Marocains. C'est les publics qu'on a ici, mais du coup, c'est assez intéressant. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup plus que juste du subjonctif, quoi. Et je suis d'accord avec toi qu'il y a des grands ponts, enfin, qui se rejoignent, déjà. Alors, déjà, peut-être pour te dire un peu plus, moi, j'ai fait, la formation, de coaching et avec Frédéric aussi, mon partenaire, on a fait la formation de coaching, bah, qui était certifiée avec, la fédération, accréditée ICF, tout ça, et ils ont, voilà, ils ont leur définition. Mais en fait, pour moi, la définition de comment ils le définissaient, c'était pas, heu, suffisant. C'est-à-dire, c'était pas assez clair, pas assez, et nous, on a vraiment eu un peu cette exigence d'aller rechercher, d'aller chercher, qu'est-ce que c'est vraiment le coaching? Et on a proposé donc notre propre définition, et c'est quelque chose qu'on a fait avec du travail, et on s'est intéressé, particulièrement, aux sciences de l'éducation. Parce que le coaching, il y a une part importante, bah, c'est l'apprentissage, en fait, l'expression et l'apprentissage, et on s'est beaucoup inspiré d'un grand pédagogue en particulier, qui d'ailleurs, dans ses interventions, ramène aussi, les autres grands pédagogues qui ont tellement contribué, et c'est Philippe Mérieux. Et Frédéric, il aime bien dire, alors que Philippe Mérieux, il est, professeur, aujourd'hui professeur émérite de l'université, de Lyon. Lui, il dit, il n'est pas coach, hein, Philippe Mérieux, mais lui, quand il regarde ce qu'il fait, il dit que Philippe Mérieux, c'est le meilleur coach. Pour lui, c'est le meilleur coach. Et en fait, pour te dire, nous, comment on a défini le coaching, c'est c'est une démarche pédagogique qui permet au client de penser par soi-même, de dépasser ses prédispositions, d'aller dans un dépassement de soi et de faire des choses qu'il ne se croyait pas capable de faire et que peut-être il n'imaginait pas. Et donc, Mmh. nous, c'est ça le coaching, et on s'est nourri. C'est-à-dire, on fait cette définition-là, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, on s'est intéressé à 3 pôles que justement Philippe Mérieux parle. Il y en a 3: pôle axiologie, praxéologie et épistémologie, et ça, c'est important de connaître dans notre pratique. Qu'est-ce qu'on met dans ces 3 pôles? Parce que c'est en fonction de ces 3 pôles-là que notre pratique va diverger, et si, c'est-à-dire que moi, si je communique, si je veux transmettre le dépassement de soi, l'émancipation, en tout cas que mon activité, elle permet ça. Il faut que je sois consciente aussi de quoi se nourrit ma pratique, sur quelles idéologies elle se repose. Parce que de toute façon, qu'on le veut ou non, on a toujours une idéologie, et le truc, c'est que parfois on ne sait pas. C'est-à-dire, et ça, c'est le pire, parce qu'en fait, si on ne sait pas, est-ce qu'on pense par soi-même à ce moment-là? Et c'est-à-dire, on peut ne pas avoir conscience de ce qu'on transmet, de ce qu'on transmet. Et nous, en tout cas, bah, déjà, moi, je me reconnais un peu comme toi dans cette recherche de rigueur, parce que d'autant plus que, alors oui, le coaching grandit, il y a de plus en plus, de choses, mais il y a également aussi, beaucoup, de critiques aussi, notamment des critiques, bah, sur, les dérives, que peut avoir le développement personnel, et qui pour moi, parfois, va, même si ça peut avoir des bonnes intentions, va avoir pour effet, plutôt que d'émanciper la personne, de l'enfermer, de l'enfermer dans quelque chose. Alors, ouais, avant de revenir là-dessus, je voulais revenir sur ce que tu as dit juste avant quand tu parlais de Philippe Mérieux, que j'aimais beaucoup. Je me suis dit, bah, tiens, je vais peut-être relire ça, parce que ça fait très longtemps que j'ai parlé, pour me remettre là-dedans. Quand j'ai étudié donc, à Lyon, j'avais lu Philippe Mérieux à l'époque. Ce serait bien que je me remette dedans. Mais c'est peut-être aussi ce que j'applique en classe de manière, alors je veux dire, pas inconsciente, parce que je le fais parfaitement consciemment, hein, mais de sortir les élèves de leur zone de confort en leur disant, voilà, donc on a fait, je les fais parler. Les cours commencent toujours à peu près pareil, relativement. On commence par aborder un sujet, je les emmène un peu vers un sujet, voilà. Et puis je vais prendre des notes au tableau de ce qu'ils ont dit. Et une fois qu'on a les exemples, je leur dis, vous avez vu ça?
vous m'expliquez la règle Mmh. et c'est à eux de me trouver la règle. Alors souvent, au début, ils sont très réticents. Genre, mais non, mais déjà, comment tu veux que moi je t'invente une règle en français? Je parle même pas français. La première règle qu'ils doivent m'expliquer, la toute première du débutant, c'est la règle de l'apostrophe. Vous avez vu, là, il y a un apostrophe, là, il n'y en a pas. Vous m'expliquez pourquoi? Et ça là, bah, je sais pas, bah, tu réfléchis, bah, je sais pas, bah, observe. On a fait 12 phrases d'exemple, tu vas bien en trouver une règle. Observation, déduction. D'ailleurs, c'est des mots qui sont transparents, donc je les dis souvent en classe. Hein. Observation, déduction, explication. Hop là. Parce que oui, le fait de parler tout en français, ils ont l'impression que je les sors de leur zone de confort, mais en Mmh. fait, j'utilise des mots qui sont particulièrement transparents. On dit pareil en espagnol. Donc déduction, déduction. Donc ils comprennent. Même si je parle en français, ils comprennent. Et donc c'est eux qui vont m'expliquer la règle. Au départ, ils sont convaincus qu'ils n'en sont pas capables, et en fait, ils sont parfaitement capables de m'expliquer la règle de l'apostrophe. C'est la même en valencien, en catalan ici, à peu près. Ils sont parfaitement capables petit à petit de m'expliquer différentes règles. Et puis on arrive au moment du passé composé. Bah alors, tu m'expliques l'accord du féminin là? Pourquoi Mmh. là il y a un E, là il n'y en a pas? Dans elle est née, elle est partie, il y a un E, et puis je sais pas moi, elle a mangé, et, elle a bu, il n'y a pas de E à la fin. Tu m'expliques pourquoi? Et puis là tout de suite ils expliquent, et puis c'est devenu naturel, et puis hop, ils trouvent des règles tout seuls. Et c'est très chouette, c'est un peu la partie du dépassement de soi, c'est un peu l'illustration concrète en tout cas de ce que tu étais en train d'expliquer. Donc ça, je trouve que c'est très chouette. Et c'est des choses peut-être que je fais, voilà, de manière, c'est pas inconsciente, c'est conscient, mais c'est pas aussi, Explicite. Hein? je mets pas tellement les termes scientifiques derrière dessus, parce que j'ai appris justement dans ma pratique à éviter tout le vocabulaire qui peut faire peur aux élèves. Alors, ceci est une locution adverbiale. OK. Déjà, c'est quoi un adverbe? Déjà, on va faire une différence entre un adverbe et un adjectif. Et je pense que je m'arrête là au niveau du vocabulaire. Le plus difficile que je vais utiliser, peut-être, c'est voilà, adverbe et adjectif. Il y en a qui confondent encore. Et voilà, c'est tout. On va pas plus loin. Je vais pas utiliser de mots qui font vraiment peur. Donc, donc, je les ai un petit peu effacés de ma mémoire, à vrai dire. Tous Mmh. les concepts sont intégrés. D'accord. Et je trouve que c'est super intéressant ce que tu proposes parce que c'est-à-dire tu les amènes à réfléchir de manière active, c'est-à-dire, de chercher la règle là-dedans et ça c'est hyp déjà là, ça va faire appel vraiment à leurs facultés cognitives, supérieures aussi. Ça amène à construire, des choses qui vont les aider par la suite. Enfin, c'est-à-dire que là, en plus, en faisant ça, c'est-à-dire qu'ils vont passer par des moments où ils vont peut-être se tromper et en fait, pour découvrir des fois, eh bien, justement, il faut ça demande aussi, bah, de faire des erreurs, de se tromper. C'est nécessaire de faire des erreurs et pour justement, éliminer quelque chose et trouver, l'autre, la piste et je trouve Ouais, c'est d'ailleurs, je vais rebondir là-dessus parce que, oui, faire des erreurs. En fait, tu parlais au début donc des blocages. Moi, j'ai eu un énorme blocage en espagnol. Hein. J'ai étudié l'espagnol pendant 8 ans en France. Et puis à la fin, j'étais incapable de demander un café dans un bar. mmh, La honte, quoi. Puis la honte totale parce qu'à chaque année où on continue à étudier l'espagnol, et ben, on a de plus en plus d'expectatives sur notre niveau. ouais, Et bah, quand on n'est toujours pas capable de parler, en fait, alors oui, je comprenais des textes, je comprenais les profs, j'avais pas mal de culture générale sur le monde hispanophone. Mais moi-même, prononcer une phrase en espagnol, on m'aurait demandé en chinois, ça aurait été la même. Hein. Aucune idée de comment prononcer une phrase. Et puis surtout que tout le monde allait me regarder, enfin la honte. Jamais de la vie, j'allais lever la main devant tout le monde en classe, même si j'avais la réponse, parce que bon, les autres vont me regarder, quoi. Euh, donc en fait, pour éviter ce blocage-là, ben, on valorise l'erreur. On la valorise énormément. Et en fait, je me retrouve très régulièrement à mettre les élèves dans des situations où je sais qu'ils vont faire des erreurs et je le fais exprès. mmh, Parce que je veux qu'ils voient que c'est pas la mort, c'est pas grave. Hein. Et on fait une erreur, ouais, c'est normal. Et puis même, il y a des erreurs, alors ça, c'est aussi difficile en soi pour un prof, mais il y a des erreurs que je ne vais pas corriger, que je vais attendre parce que c'est pas le moment, parce que pas aujourd'hui, parce qu'on va garder notre focus sur le truc du jour et puis on corrigera ça à un autre moment. Alors oui, au début, c'était difficile parce qu'on a quand même tendance, surtout les Français, on corrige souvent les gens, même les gens en général dans la rue, on les corrige avec l'idée que bah, ça va les aider. Les Espagnols, ils prennent ça très mal. mmh. Non, mais attends, il est en train de se foutre de ma gueule, il est en train de me dire que je parle mal, alors avec tous les efforts que j'ai faits, il pourrait pas dire bravo plutôt que de me corriger. Bon, voilà. Donc, c'est pas forcément bien pris.
Mais du coup, on a quand même cette tendance à corriger naturellement, instinctivement, et puis moi la première, les gens. Donc j'ai appris aussi à arrêter de tout corriger et à sélectionner les erreurs que je vais corriger et à faire en sorte que mes élèves fassent des erreurs pour pouvoir ensuite les expliquer derrière. Mmh. Et donc c'est pour ça que les cours, ils commencent par parler tout le temps. Même le premier jour. Le premier jour, ils répètent bonjour, bonjour, je m'appelle Léa, et toi? Et on répète comment ils s'appellent. Et ils sont obligés de trouver une manière de dire leur nationalité ou leur profession. Je m'en fous, c'est sûrement pas correct, c'est pas grave. Et puis même, on fait des professions approximatives, comme ça, voilà. Ils auront le temps de me l'expliquer plus tard, quand on fera le cours sur les professions. Ils me donneront les détails sur exactement ce qu'ils font dans la vie. Mais sinon, ils doivent trouver par eux-mêmes une manière de s'exprimer comme ça, parce que des fois, dans la vie, on a besoin de s'exprimer tout ça, comme ça. Et c'est pas grave si c'est approximatif. C'est pas grave si tu parles au féminin alors que tu es un homme. Bon, et après Mmh. le français, il a compris ton message, il est quand même capable d'enlever le E final tout seul dans sa tête, s'il est vraiment axé sur la communication. Donc la communication, c'est le plus important. Transmettre un message, c'est le plus important. Il faut qu'ils arrêtent, donc ils osent parler déjà pour éviter le blocage à l'oral que moi j'ai eu pendant trop longtemps. Donc la première chose, c'est d'oser parler. Et la deuxième chose, c'est de se concentrer sur le message et pas sur le regard qu'ils ont sur eux-mêmes. Parce que souvent, ils sont là, ils se regardent parler, et puis ils se jugent, et puis ils se trouvent pas assez bien. Mais arrête, juste tu as un message à transmettre, transmets-le. Du coup, c'est pour ça qu'on a beaucoup d'activités en classe où les élèves n'ont pas les mêmes informations. Donc certains ont lu un texte, d'autres ont lu un autre texte. Rien à voir. Voilà. C'est le même sujet, plus ou moins. Mais en fait, ils n'ont pas les mêmes informations. Du coup, ils sont obligés de parler pour apporter des informations aux autres. Et ça marche très bien avec la vie personnelle parce qu'on ne sait pas, moi je ne sais pas, toi, combien tu as d'enfants alors ben, on ne le sait pas, l'autre il ne peut pas deviner. Mmh. Si tu en as, on ne sait pas. Donc il faut lui donner l'information. Il va falloir lui donner. Et donc il y a plein de. Je mets en place plein d'activités comme ça où la réponse elle n'est pas écrite dans le texte. Ou alors des questions, ce que j'ai fait beaucoup cette semaine aussi. On prend un texte du manuel et au lieu de lire gentiment l'introduction, l'exercice, moi, j'en dis, ah bah tiens, là, on est avec qui? Alors, c'est qui? C'est l'histoire de qui? Ah, c'est l'histoire de Jeanne et Paul. Ah, ils ont un problème. C'est quoi le problème de Jeanne et Paul? Et du coup, c'est eux, ils sont là. Alors, on lit quoi? On lit l'introduction, on lit le texte, on lit quoi? On lit quoi? Je sais pas, trouve l'information. Ils ont un problème. C'est quoi leur problème? Ah, d'accord. Et du coup, on va chercher des solutions à leurs problèmes, non? Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme solution? On réfléchit un peu. Et puis, du coup, on se dit, peut-être que la solution, elle est dans le texte, juste. Mais c'est peut-être une des 3 solutions qu'on a proposées dans la classe. Donc, en fait, on a déjà anticipé ce qu'on va trouver dans le texte, ce qui est plutôt pas Mmh. mal. Et après, je leur donne une mission. Donc là, Jeanne et Paul, dans l'exercice d'hier, ils attendaient un bébé. Donc, ils devaient réaménager l'appartement pour faire une place, mais ils habitent à Paris dans un petit appartement. Et du coup, comment on va faire? On va faire l'aménagement. Donc, nous, on est des agences immobilières et on fait des propositions de réaménagement de leur appartement. OK? Et on va voir quelle proposition ils préfèrent. Bon, voilà, on est dans la situation directe. Et ça, c'est vachement intéressant de les mettre en action dans tous les exercices qu'on fait. Ils sont toujours en action. Un des premiers exercices qu'on fait, c'est allez, maintenant tu travailles à l'hôtel. Tu travailles à l'hôtel, tu as des clients qui t'appellent, il faut que tu notes le nom de téléphone du client, le nom de famille, nom de famille du client. Il va te épeler en français. Il va t'épeler son nom de famille, tu dois noter le nom de famille, tu dois noter le numéro de la chambre, tu dois noter son numéro de téléphone, peu importe. Et tout de suite, ils sont en action, ils travaillent. C'est ça l'avantage de travailler avec des adultes aussi. Avec les enfants, c'est pas du tout les mêmes dynamiques. C'est pour ça qu'on n'a pas d'enfants ici. OK. Ouais, ouais, en tout cas, c'est génial vraiment parce que c'est vrai déjà, c'est une chose de dire: «C'est bien de faire les erreurs», mais déjà d'amener, de mobiliser les personnes dans des situations qui va les habituer justement à voir, oui, on peut faire des erreurs et oui, on peut avancer quoi et de s'habituer finalement à ça qui surtout, si par exemple on peut avoir peur, de faire des erreurs, mais le fait d'être mobilisé plusieurs fois, ça permet, déjà, je vais dire une forme d'habituation pour mieux avancer donc ça c'est génial quoi. C'est ce qui m'a manqué à moi en tant qu'apprenante d'espagnol à la base. C'est pour ça que j'étais bloquée pendant si longtemps. Au bout Mmh. de 8 ans, j'ai arrêté l'espagnol. J'ai dit c'est bon, je suis nulle, j'y arriverai jamais, laisse tomber. On va faire autre chose de ma vie. Et puis il se trouve qu'à ce moment-là, mon copain voulait partir au Brésil. Il parlait portugais. Il dit vas-y, on y va. On arrive au Brésil et puis au bout de 3 mois, il me quitte et je me retrouve toute seule au Brésil. Et là, je fais Oh. bon, il va peut-être falloir que je me mette à apprendre le portugais.
Alors, on va pas te le cacher, au début, j'ai quand même fait une dépression, hein. Mais après, après, j'ai appris le portugais. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en 9 mois, j'étais capable d'être bilingue. Parce que oui, parce que si tu n'es pas parfaitement bilingue, eh ben, tu passes pour une étrangère, donc tu payes le tarif des étrangers. Mais moi, je n'avais pas non plus un budget illimité. Donc le but du jeu, c'était quand même de payer la même chose que les locaux. Et je me suis retrouvée donc à vraiment faire très attention à mon accent, ma prononciation, même au style, à la manière de marcher, etc. Parce qu'on m'a dit, tu marches comme une Européenne. Bon, OK. bah alors maintenant, il faut marcher comme une Brésilienne. OK. D'accord. Et du coup, j'ai compris qu'en 9 mois, j'étais capable de faire ça. Je me suis dit, mais ça y est, la révolution. Moi, je pensais que c'est des gens qui parlaient une deuxième langue. Ils avaient un don de naissance. Ce don n'existe pas. Du coup, après, je suis partie donc en Roumanie. Je voulais apprendre le roumain. Après, je suis partie en Bulgarie pour apprendre le bulgare. Voilà. J'étais super motivée pour apprendre toutes les langues du monde. Bon, finalement, j'ai atterri en Espagne. Et du coup, à la base, je traduisais du portugais à l'espagnol que j'avais appris, mais je faisais les phrases en portugais. Donc la structure des phrases, c'était du portugais dans ma tête. Et je mettais des mots en espagnol dans la phrase. Et je parlais espagnol comme ça au départ. Mais c'était pas gagné, c'était pas gagné. Et je me dis, si les élèves ils peuvent gagner du temps juste en évitant ce blocage qui vient de la peur de l'erreur, de la peur du ridicule, on gagne tellement de temps. Et ça fait tellement de bien, on se sent tellement bien une fois qu'on est capable de faire des phrases. Alors oui, ça demande un effort quand même au départ, hein. Les élèves, ils bloquent au départ. C'est pour ça que moi, je leur demande un engagement minimum de 3 mois. Parce que pendant le premier mois, en général, ils me regardent, ils n'ont pas confiance, quoi. Et puis au 3e mois, ils sont là. Oh, mais je parle, tu te rends compte? Je parle. Oui, je sais, moi je me rends compte. Est-ce que toi, tu te rends compte? Moi, ça va. Je vois le truc. Mais Et au bout de 3 mois, on a vraiment des résultats. Au début, il faut avoir confiance en fait. ouais. Voilà. Il faut qu'ils aient confiance dans leur prof. S'ils n'ont pas confiance, mais je pense que c'est partout pareil, dans un prof, dans un coach, dans ton manager, dans ce que tu veux. Si tu n'as pas confiance, tu vas faire les choses à reculons ou avec peur ou en mettant des limites. Et du coup, tu ne vas pas te donner à fond et ça ne va pas avancer. Ou ça va avancer tout lentement. J'ai une question parce que tu parlais de ce blocage-là et de ce truc, qui t'a manqué, de cette exposition peut-être à l'erreur. C'est à quel moment où tu as pu mettre des mots, où tu as pu te dire, que finalement c'est en faisant les erreurs que je me débloque, enfin quelque part, enfin, ou Bah, les mots, j'ai envie de dire que je les mettais à l'époque où j'étais bloquée, mais je ne savais mmh, pas comment me débloquer. Mais je d'accord. voyais bien qu'à chaque fois que j'essayais de faire une phrase dans une autre langue, je commençais à pleurer. Enfin, j'avais la gorge qui se nouait, j'avais envie de pleurer. On voit bien dans le corps que c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. La notion de blocage, c'est Mmh. vraiment fermé, c'est vraiment bloqué. C'était très, très fort ce blocage. Surtout d'avoir avec moi mon copain de l'époque qui avait une facilité pour les langues incroyable. J'étais là, bon, bah, lui, il a un don, moi, je ne l'ai pas. Puis voilà, quoi. Mmh. Et c'était hyper frustrant d'ailleurs. Euh, et je me suis débloquée, je saurais pas trop dire quand. Je sais que j'ai mis 3 mois. Donc au Brésil, les 3 premiers mois, j'ai pas parlé parce qu'il était avec moi et donc c'est lui qui parlait. Moi, je faisais la femme pot de fleurs à côté, voilà. Et j'étais très contente dans ce rôle-là. Et quand il est parti, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas le meilleur rôle finalement. Et j'ai mis 3 mois à parler pour la vie, voilà, parler. Et ensuite, j'ai mis les 6 mois suivants à perfectionner. Je me dis, mais en fait, j'ai perdu tellement de temps. Enfin, c'était tellement dommage. Et puis, donc en décembre, donc je suis partie de janvier à janvier. Donc en décembre, à la fin, toute fin, il est revenu me voir pour officialiser la séparation. Enfin, ouais, c'était bizarre. Et en fait, j'étais transformée. Il m'a pas reconnu. C'est moi qui prenais les devants et qui prenais l'initiative de parler aux gens qu'on connaissait pas pour demander la route, par exemple, dans la rue, parce qu'on s'est retrouvés donc à Rio, mais nous, on n'était pas du tout partis à Rio à la base. Donc, on connaissait pas Rio, ni l'un ni l'autre. Sauf que moi, j'étais arrivée 3 jours avant. Et du coup, c'est moi qui prenais l'initiative de parler aux gens, de demander où on allait, de faire la route. Il était là, mais d'où tu parles à des gens, puis en plus tu parles portugais, et puis en plus tu parles de manière fluide, et puis en plus tu as l'air brésilienne. Il hallucinait. En fait, c'est dans son regard où je me suis dit, ah ouais, en fait, je suis pas la même personne. Ah ouais, en Mmh. fait, c'est la personne qu'il a connue. Enfin, c'était celle d'avant, quoi. Et je pense que ça a vraiment marqué mon premier avant-après. Après, il y a le avant-après d'avoir créé l'école aussi, d'ici, où je suis passée de juste prof, on va dire, à entrepreneur, qui change beaucoup de choses. Mais il y a la partie maman aussi, parce que je suis maman. Et pareil, j'ai mis beaucoup de temps avant de passer à la phase de avant et maman. Ça s'est pas passé, c'est pas juste un accouchement qui te transforme en maman. Ça a Mmh. pris plus de temps.
dans ma tête. Mais là, en tout cas, le premier gros déclic, c'était, je pense, dans son regard. Ouais. D'accord. Ok. Ouais, parce que, en fait, là, d'un regard extérieur, en tout cas, de comment tu me racontes, c'est-à-dire, au moment de la rupture, c'est un petit peu comme si c'était un élément déclencheur où tu as été mise en situation, tu as répondu, voilà, tu étais dans l'action, c'est-à-dire tu as Ouais. fait, voilà, tu fait les choses et en fait, c'est au moment où tu l'as revu et que tu as vu sa réaction, le retour finalement qu'il t'a fait et c'est là que tu as réalisé que Il l'a pas dit. Je pense qu'il l'a pas dit. Je pense que je l'ai vu en fait et j'ai dû le voir dans ses yeux, tout ça, mais c'est vrai que, en fait, c'était bizarre la relation ensemble, où en fait, on n'était plus dans nos rôles d'avant, on mmh, était dans des nouveaux rôles. Enfin, moi, je prenais plus de place, quoi. Et je me suis dit, ah oui, en fait, j'ai vraiment évolué. Je m'en étais pas rendu compte parce que vu que j'étais toute seule, ben, je m'étais pas rendu compte que j'avais évolué à ce point-là. Et c'est vrai que j'ai été énormément dans l'action. Bon, au moment où il est parti, j'ai d'abord fait ma dépression, mais à partir du moment où je me suis relevée de la dépression, j'ai été énormément dans l'action, donc pas trop le temps de penser, le temps de on réagit là maintenant tout de suite. Il faut trouver des solutions. Parce qu'en partant tous les deux, ben, j'étais pas partie dans une résidence universitaire, c'était mon Erasmus. On était partis dans un logement, donc il fallait payer le logement maintenant. Et c'est vachement pas pareil de le payer toute seule que de le payer à deux. Du coup, il a fallu trouver des solutions. Donc, c'était direct. Allez, bon, maintenant, on trouve des solutions. Je garde ce mmh, logement parce que j'ai signé pour 1 an. Je ne peux pas faire autrement. Il va bien falloir le payer d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce que je fais maintenant? Et en fait, c'était toujours des enchaînements de maintenant, je suis dans l'action, tac, tac, tac. Et je n'avais pas tellement pris le temps de l'introspection. Moi, je n'avais même pas compris que c'était une séparation, en fait, mmh. au départ. Oui, bon, voilà, c'est la jeunesse, ça s'appelle. mais, mais en fait, je lui en veux pas du tout parce que cette relation, quand je la regarde aujourd'hui, elle était tellement déséquilibrée, ça pouvait pas marcher de toute façon, mais moi, je le voyais pas à l'époque. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il m'a apporté que des bonnes choses. Et je pense que moi aussi, je lui ai apporté des bonnes choses en échange. Enfin, c'est peut-être pour ça qu'il est resté d'ailleurs, qu'il était là. Mais je me dis que sans lui, je serais sûrement jamais partie au Brésil. Sans son départ, j'aurais sûrement jamais parlé portugais. J'aurais peut-être jamais eu ce déclic-là. Et il y a eu tellement de choses qu'il a apporté dans la relation pour moi qui ont changé ma vie que Mmh. finalement, c'est tout bénef. Alors oui, sur le moment, je l'ai peut-être pas vu comme ça. Mais aujourd'hui, je me dis, mais heureusement qu'on était ensemble et heureusement qu'on s'est séparés. Ouais. Mmh. Et tu Vraiment sais, brillant. Merci pour tout. le fait que tu dises que, voilà, lui, il a pas dit, voilà, il a pas dit ce changement, mais ce que je trouve vraiment chouette et ce qui montre une chose aussi, c'est que, voilà, il y a des retours qui sont pas explicites, mais en fait, le fait que toi, tu as regardé des signes et tu as pu mettre un sens, sur ces signes-là pour, j'ai envie de dire, bah, pour voir, comment je pourrais dire ça? Bah, pour, comment dire ça? Valider un changement, enfin, ou peut-être pas valider, mais je sais pas trop, le mot les mots me manquent là, mais en tout cas pour justement dire voilà, bah, là, il y a une transformation quoi, pour mettre des mots et ça Conscience, ouais. je trouve ça génial parce que c'est vrai des fois, il y a pas de retour explicite aussi, mais c'est par rapport à un ensemble de choses qu'on remarque et donc ça demande justement de regarder aussi, de voir ce changement-là, Puis ça m'a boosté, ça m'a donné une énergie de folie en fait. Parce que une femme qui habite seule au Brésil et j'avais 22 ans à l'époque, j'ai été agressée que 3 fois. Bon ben voilà, super score, génial. J'étais super fière, ça 3 fois c'est rien en 1 an en fait. Donc ben, trop bien. Et j'avais une énergie en me disant mais si j'ai survécu en vrai, je suis la reine du monde, je peux tout mmh, faire. Maintenant je suis capable d'être bilingue, je pensais que c'était pas possible. Je peux tout faire, tout est possible. C'est pour ça que je suis partie en Roumanie derrière. Parce que je dis, mais c'est bon, je vais commencer par une langue latine, mais la plus éloignée possible, tant qu'à faire. Parce que je suis capable. Bon, le roumain, ça s'est pas passé pareil, mais voilà. Dans l'idée, c'était ça. beh, Léa, franchement, avec tout ce que tu m'as raconté là, déjà, le fait d'avoir fondé une école, d'avoir fait face, à cette situation seule ou d'un pays et en plus tu me parles, tu t'es fait agresser. Moi, j'ai envie de, bah, déjà, bah, Léa, bah, de t'applaudir franchement parce que je trouve ça vraiment non, franchement super inspirant, quoi. C'est Mais vraiment j'ai pas l'impression que ma vie est particulièrement inspirante, mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte de plusieurs choses insolites qui se sont passées dans ma vie, qui se passent pas dans la vie de tout le monde, effectivement. Et je me dis, ben, un jour on écrira un livre, je sais pas. mmh, Il faudrait rendre ça un peu plus visible, un peu plus inspirant. Je me ouais. considère pas comme quelqu'un d'exceptionnel, mais je pense que j'ai quand même vécu pas mal de choses exceptionnelles finalement.
insolite, comme ça. Et alors Léa, le live va bientôt toucher à sa fin. Heu, qu'est-ce que tu aimerais, qu'est-ce que tu aimerais dire ou rajouter, pour les personnes là qui nous écoutent? Moi, j'aimerais dire que peut-être que quand on sent qu'on est bloqué, et ça peut arriver dans tous les domaines, bah, c'est peut-être juste que la méthode, elle fonctionne pas, il faut changer quelque chose. Il y a cette phrase très célèbre qui dit qu'on comment elle dit la phrase? On peut pas atteindre, des meilleurs résultats si on utilise la même méthode. Mmh. En utilisant la même méthode, il faut changer la méthode. Et ben moi, je pense que, voilà, je suis d'accord. On change de méthode. Alors, pour qu'une méthode fonctionne, il faut quand même attendre, lui laisser le temps de fonctionner. C'est ce que je disais tout à l'heure avec les 3 mois. Ouais. Laissez quand même 3 mois à votre prof pour vous apporter des changements. Mais si la méthode, elle fonctionne pas, ben, on va peut-être pas rester bloqué 8 ans dans un apprentissage, quoi. C'est passer à autre chose. Ce qui m'a débloqué pour parler espagnol, c'est d'apprendre le portugais. Bon, bah, pourquoi pas. Et peut-être, voilà, je pense que c'est ça, faut pas rester bloqué. Et j'ai envie de dire même la même chose dans ma vie, la vie des profs, c'est très précaire, c'est très compliqué. Et ben, si j'ai créé l'école, c'est parce que j'avais envie d'avoir le poste que j'avais nulle part. Et je me suis dit, ben, en fait, voilà, je vais me créer mon poste. C'est possible, en fait. Alors oui, ça fait peur, hein, faut désencombrer. Voilà, méthode Marie Kondo. Faut désencombrer, il faut enlever ce qui va pas, faire le tri, voir tout virer, tout mettre sur le lit, faire le tri, voir ce qui va pas et ensuite ranger, faire du ménage. Ça fait un peu peur de désencombrer. C'est pour ça qu'on le fait pas aussi souvent Mmh. qu'on aimerait. Enfin, moi, la première, hein, mais j'ai envie de dire, mes verbes sont beaucoup mieux rangés dans l'armoire que mes vêtements. Mais je pense que s'il y a un truc qui nous bloque, il faut faire cet effort-là parce que c'est possible, en fait. Il y a des méthodes. Ça existe. Ou alors invente-la, si ça n'existe pas. Invente-la, ouais. Ou alors tu m'appelles et puis j'essaie de l'inventer avec toi parce que j'aime bien finalement inventer ce genre de choses. Je suis tellement fière de la méthode de conjugaison, je suis motivée pour en inventer d'autres des méthodes. Je ne sais pas encore sur quoi ça viendra tout seul. Mmh. Et j'aime bien ce que tu as dit sur des encombrements où tu dis ça fait peur et il y a une question aussi qui est intéressante aussi, qui peut nous amener aussi à avancer, c'est est-ce que c'est inconfortable ou est-ce que c'est dangereux? Et ça, c'est quelque chose qui peut peut-être aider aussi à Ouais. Ouais. vas-y, vas-y, J'aime bien dis-moi, la question. Rester sur la question. comment? C'est bien la question. J'aime beaucoup la question. On va rester sur la question. J'aime bien la question parce que ça demande vraiment de s'introspecter, Mmh, euh, de voir où sont les peurs justement. c'est ça, effectivement. Hem, alors, Léa, s'il y avait un mot ou une image après notre échange que tu aimerais dire, ça serait quoi? Ou un son, enfin, même un geste. Mmh. Ah bah, j'aime bien l'image du soleil avec un merci dedans. Je dirais. Merci pour cette question, pour l'introspection et puis le soleil parce qu'on peut rayonner en fait. Et Mmh. dans un autre épisode de toi, on parlait de l'histoire personnelle qui rayonne, qui fait rayonner. Ben voilà, je pense que c'est ça l'image. D'accord. Bah, ça me touche encore plus particulièrement parce que quand je t'ai posé la question, je me suis dit: «Beh et moi?» Et pareil, je vois un soleil. Je vois un Ah! soleil, donc la preuve, Comme si cette discussion pour moi était rayonnante et je te trouve aussi rayonnante. C'était, merci, en tout cas un plaisir, d'échanger sur, merci cette beaucoup. discussion-là. Alors le live touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir regardé ce bric-à-brac d'idées. À 18 h, vous pouvez retrouver Frédéric Ranganayagi pour un nouveau bric-à-brac d'idées et vous me retrouverez moi samedi à 15 h. Et si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu pour soutenir notre travail et abonnez-vous à la chaîne. À très bientôt. Au revoir.